Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Financé par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada, le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable, de la forêt à la table. Vous écoutez le 6e épisode de la Station acéricole. Je m'appelle Caroline Cyr et je suis conseillère en communication au PPAQ. Dans cet épisode, on vous partage un récit de relève, celui de Pierre-Olivier Lecourt, un entrepreneur acéricole basé au Bas-Saint-Laurent. On sait comment c'est complexe de devenir acériculteur. C'est un domaine qui demande d'être polyvalent, débrouillard et assez bien outillé pour non seulement vivre la saison des sucres, mais aussi la préparer. On pense qu'il n'y a rien de mieux que l'histoire de quelqu'un d'autre pour trouver écho dans sa propre réalité. Ça permet d'être plus conscient des embûches qui peuvent se pointer sur notre route, ou même de se convaincre ou pas de se lancer dans le domaine acéricole. Mais si vous décidez de le faire, on vous recommande d'avoir un directeur de compte pas loin de vous. Et pas seulement pour le côté financier, mais pour la multitude de conseils qu'il peut vous partager. C'est d'ailleurs pour ça que vous entendrez dans cet épisode Mathieu Coulombe de Financement agricole Canada. Mais juste avant, écoutons l'histoire de ce nouvel acériculteur du Bas-Saint-Laurent, Pierre-Olivier Lecourt. Quand j'étais jeune, dans le fond, mon grand-père, il y avait une érablière, là, on va dire artisanale. Bien, il y a eu une érablière artisanale toute sa vie, fait que j'ai toujours passé mes printemps là. Fait que c'était un petit peu une petite passion puis qui s'est développée. J'ai travaillé pour des érablières un petit peu plus grosses au fil du temps. Puis à un moment donné, j'ai pogné vraiment le goût de dire que je voulais vivre de ça. J'ai fini par acheter ma première terre en 2020 pour commencer mon projet de devenir acériculteur. Un coup que j'avais acheté ma terre, j'ai fait mon potentiel acéricole pour faire mes demandes de contingent. Puis j'ai reçu mon premier contingent qui était de 2900 entailles en 2022. Puis en 2023, le printemps 2023, c'était ma première saison acéricole toute seule à mon érablière. Je voulais faire ça quand même vite, mais je pense que ça a été plus vite que ce que je le pensais. Dans le fond, moi, que j'avais acheté la terre, je m'avais dit, je vais prendre le temps, je vais faire le potentiel, je vais installer ça tranquillement, puis on va y aller comme ça. Parce que dans le fond, il n'y avait rien. Il fallait que je bâtisse la cabane, fasse l'installation de la tublure. C'était le projet au complet. Puis un coup, j'avais acheté la terre. Un an plus tard, pas mal tout était concrétisé. Le projet était déjà parti en fonction. Puis c'est ça, 2 ans et demi plus tard, je faisais ma première saison de sirop. Fait que oui, ça a été quand même assez vite. Plus que ce qui était supposé. C'était un projet qui me donnait peut-être 5 ans pour le mettre à terme, mais finalement, au bout de 3 ans, c'était tout fonctionnel. Pierre-Olivier a construit son érablière sur sa terre privée. Mais il aurait pu le faire sur une terre publique, ou il aurait pu acheter une érablière déjà existante au lieu de construire sa propre cabane. Il y a tellement d'options dans le monde de l'érable, vous le savez. Si certains rêvent de partir de zéro, d'autres préfèrent prendre la relève d'une érablière bien en place. Par contre, quand tout est à faire, peu importe la formule choisie, avec seulement une passion et quelques connaissances en poche, ça peut occasionner quelques défis, disons. C'est sûr qu'au fil du temps, que le projet s'est avancé, il y a eu quelques petites péripéties. C'est sûr que le projet, moi, en tant que tel, j'en ai fait beaucoup par moi-même. J'ai pas tout donné ça, disons, à contrat. La cabane, en tant que telle, c'est moi qui l'ai construit. Fait que, en partant, j'ai réussi à trouver de la main-d'œuvre pour m'aider, pour sauver sur les coûts.
Parce que moi, quand j'ai fait le projet, c'était dans le gros pic de la COVID. Fait que les prix des matériaux ont explosé. Puis moi, je voulais quand même faire mon projet, le mener à terme. Fait que dans le fond, les matériaux ils ont monté, ben j'ai décidé j'ai été bûcher mon bois, je l'ai fait scier. Fait que c'est tout du bois qui a été scié au lieu du bois qui a été acheté pour sauver sur la construction. Après ça, quand on a fait l'enfouissement de tublure, on a eu une couple de surprises aussi, là, parce que la tublure, moi, elle était enfouie sur 1,5 km, qui n'était pas prévu dans le budget puis dans le projet au début. Ça a fait exploser les coûts aussi. Là. On a pogné beaucoup de roches, beaucoup de crans de roches. Fait qu'il a fallu quand même jongler là, un peu, couper les budgets à d'autres places pour pouvoir finir le projet de tublure. Fait que ça, c'est surtout les gros défis là, qui ont été là. Avant de devenir, c'est ça, vraiment acériculteur, on va dire que oui, j'avais la passion, j'ai travaillé un petit peu pour mes amis qui avaient une érablière. Mais quand j'ai vraiment décidé de me lancer là-dedans, là, c'est ça, je travaillais pour d'autres. Puis à un moment donné, j'étais comme tanné de travailler pour les autres. Puis là, je me disais qu'un jour, je veux faire quelque chose que je vais être capable de vivre de ça. Puis c'est là que j'ai pensé à la sériculture. C'était ma passion, mais je me suis dit, je pourrais en faire un métier, je pourrais faire d'autres choses qu'une passion. Ça pourrait être un mode de vie, comme on dit. Puis là, c'est ça. Quand j'ai tout commencé ça, ben j'ai fait ma formation aussi là, en acériculture à distance pendant que je travaillais à une autre érablière. Ça a été une bonne chose de faire cette formation-là. Ça a emmené, en travaillant là-dedans, on apprend des choses, mais il y a beaucoup de choses comme on dit, on apprend sur le tas, mais c'est pas toujours les bonnes façons d'apprendre. Fait que la formation a apporté beaucoup, là. Tu sais, des fois, quand tu arrives, mettons, pour l'aménagement de ton érablière, tu te fies beaucoup, mettons, à ton technicien forestier qui va te dire, qui va faire telle chose, mais des fois, même le technicien, oui, il est bon, mais ils sont pas toujours spécialisés dans les érablières. Fait que, comme dans la formation, ben, tu apprends toutes les essences d'arbres, les types d'aménagement que tu as à faire, les essences à garder dans une érablière, à ne pas garder. Fait que des fois, le technicien peut passer à côté de certaines choses. Fait que toi, quand tu connais, mettons, la base de ça, ben, tu es capable aussi là, d'être plus autonome là, de ce côté-là. Quand tu arrives aussi pour monter ta tublure, là, la formation, tu as beaucoup de côté théorie, tu as des trucs pour apprendre à monter ta tublure. Fait que quand tu es capable de faire ça, tu sauves là, de payer des équipes d'installation. Là, oui, tu sauves du temps, mettons, à faire ça. Je veux dire, mais côté coût monétaire, tu sauves beaucoup à le faire toi-même. C'est sûr que tu arrives là au niveau du financement, faut que tu aies une certaine connaissance, mais il faut que tu t'entoures de gens qui connaissent ça aussi. J'étais allé cogner à la porte du club d'encadrement acéricole, premièrement pour me faire une bonne idée de base, dire avant de me lancer là-dedans, là, le revenu potentiel que ça pouvait apporter, mettons le potentiel d'érable que j'avais sur la terre, les dépenses que ça engendrait. Oui, tu le sais que ça te prend une cabane. Quand tu travailles sur la construction un peu, ben tu es capable de calculer tes coûts, que ça coûte faire, mettons, bâtir une cabane, mais il y a certaines choses que tu penses pas, là, les coûts d'électricité, les coûts de la consommation du diesel, ton évaporateur, tes coûts d'entretien de tublure, toutes ces choses-là, ben eux autres sont capables de t'aider là, pour faire une évaluation de coûts. Tu es capable de monter un budget à partir de ça. Puis ensuite de ça, là, quand tu vas à ton institution financière, ben c'est sûr que comme moi, de mon côté, l'institution financière que j'ai choisie, c'est des agronomes qui sont là pour nous conseiller financièrement. Le portrait de la relève acéricole est vraiment diversifié. Et peu importe votre profil, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs formations qui peuvent vous aider à parfaire vos connaissances dans les volets que vous maîtrisez moins. Le modèle d'affaires que vous choisirez va déterminer le nombre de tâches que vous aurez à faire. Comme l'industrie acéricole évolue à vitesse grand V, la passion et la motivation restent probablement le meilleur moteur. Être producteur acéricole, personnellement, oui, c'est beaucoup de travail, mais je vois pas ça comme un travail. Quand t'aimes ça, on va dire, tu te lèves le matin, tu t'en vas faire ça, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, t'es content de te lever. C'est une passion, puis pour moi, le plus beau là-dedans, c'est dans ta saison, quand t'es rendu à bouillir, puis tu vois le résultat là, qui sort, là, tu mets ça dans ton baril, dans tes pots, dans tes récipients, peu importe. Le sirop d'érable, là,
c'est là que c'est la fierté du travail. Mais t'es tellement fier d'avoir travaillé aussi fort puis d'avoir un produit qui est bon, qui est unique, puis que chaque producteur va faire un produit qui a un goût quand même différent, mais qui est toujours bon, c'est quand même spécial. Mais concrètement, quand on se lance, par où commencer quand tout peut être amélioré, modifié, installé? Pour Pierre-Olivier, la première technologie à introduire a été le système de monitoring, qui l'aide à mieux détecter les fuites et à éviter les pertes. C'est sûr qu'il y a des technologies là, qui sont disponibles aussi pour quand même m'aider à gérer l'érablière. Là. Comme l'année passée, je ne l'avais pas, mais cette année, là, j'ai le système monitoring là, qui va rentrer en fonction pour les détections de fuite. Ben, c'est pas mal la technologie que j'ai pour cette année, disons. Là, à 3200 en taille, là, on essaye de pas trop non plus investir dans la technologie. Juste le système de gestion de fuite, là, c'est une bonne chose aussi. On sauve du temps dans le bois, mettons, qu'on peut plus se concentrer dans la cabane. C'est sûr que l'évaporateur qui est à l'huile, ça sauve quand même beaucoup de main-d'œuvre. Que si je bouillerais, disons, au bois, il faudrait que je refais le bois de chauffage, puis toutes ces choses-là. Là. Bon. Ça, c'est ce qu'avait besoin Pierre-Olivier, pour l'instant. Parce que des outils, des machines, des systèmes, il y en a des tonnes. Pour travailler en forêt, pour travailler dans l'érablière, dans la gestion d'une entreprise, ça prend plusieurs aptitudes. Selon Pierre-Olivier, ce que ça prend surtout, c'est de la débrouillardise. Faut que tu sois manuel, faut que tu aimes travailler dehors aussi. C'est physique, oui puis non. C'est sûr, c'est beaucoup de manches en raquette. Fait que c'est quelqu'un qui aime pas marcher, quelqu'un qui aime pas les efforts physiques, c'est sûr qu'il, tant qu'à moi, il peut pas se lancer là-dedans. C'est pas un métier qui est difficile, mais faut que tu saches ce que tu fais aussi. Hein? Des bonnes connaissances, là, c'est ça. Que ce soit dans le bois, disons la détection des fuites, l'entourage, c'est la principale base. Après ça, quand t'arrives, faut bouillir ton eau d'érable pour faire du sirop, faut que tu apprennes à gérer les appareils un peu. Fait qu'il y a un peu d'informatique aussi. C'est un métier qui est mélangé de beaucoup de tâches. Hein. Ben, le plus grand conseil, c'est avant de se lancer là-dedans, de bien s'entourer, d'être bien motivé. Ça, je pense que c'est les 2 meilleurs conseils que quelqu'un qui commence peut avoir. Là. C'est sûr, si tu te lances là-dedans puis tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, ben je pense que t'es mieux de pas commencer ça. Faut que tu aies une bonne idée de où est-ce que tu t'en vas. Faut que tu aies des gens pour t'épauler aussi, là, parce que quand tu vas arriver à certaines étapes, que tu sais plus trop où t'enligner, mais ça va te prendre des personnes qui vont te remettre à la bonne place, mettons, qui vont te dire où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles, les bonnes étapes à suivre. Là. Moi, c'est sûr que présentement, là, par où ce que j'ai passé, je suis très fier d'avoir passé par là. Ça n'a pas été facile. Les enfants, à travers ça qu'on a eu, la petite famille qu'on a commencé, le projet de ça a été beaucoup de temps d'investir là-dedans, mais je pense que pour avoir une belle qualité de vie, ça en vaut la peine parce que, selon moi, être agriculteur, là, avec une famille, c'est assez belle qualité de vie. Là. Si c'était à refaire, je pense pas que je ferais autre chose autrement. T'sais, c'est le fun de dire que ton projet, au fur et à mesure, il se place, il devient de plus en plus concret. C'est sûr que qu'est-ce qui est à penser, c'est quand tu commences là-dedans, tu te dis, je fais un projet que je pars de zéro, que je vais être fier d'avoir ce que j'ai après, ou que j'achète, disons, une érablière qui est déjà en fonction. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile financièrement quand l'érablière est déjà montée. Par contre, selon moi, quand tu pars de rien puis tu fais tout, moi, je trouve que c'est un projet qui tu peux être t'es plus fier, disons, là, quand tu arrives à la fin, tu sais que c'est tout toi qui as fait. Là, quand même, que c'est sûr c'est plus dur financièrement, c'est plus dur côté investissement de temps. Tu passes beaucoup de temps. Les soirs, les fins de semaine, on va dire que tu n'as pas beaucoup de temps libre là, les premières années. Il faut que tu t'investisses à fond. Chaque acériculteur et acéricultrice a sa propre histoire. Il y a ceux qui pratiquent encore de façon traditionnelle, d'autres qui sont plus industrialisés. Il y a celles pour qui l'acériculture est leur quotidien et d'autres pour qui c'est un cadeau du printemps. Peu importe la quantité d'entaille, les raisons pour lesquelles on pratique le métier, être acériculteur et acéricultrice au Québec, c'est pas juste une question de travail. C'est souvent une question d'histoire, de tradition et de souvenirs.
Nous autres, on a toujours passé nos printemps, là, c'était à l'érablière là, de mon grand-père. Lui, c'était à Cannes. Pour moi, c'est de quoi il n'y a rien qui va être plus beau que ça, une érablière là, qui est toute entourée à Cannes. Non, c'est pas. On dirait que c'est pas rentable, mais côté beauté, t'arrives dans le bois, c'est quelque chose qui est beau. T'sais, nous autres, on allait là, puis c'était relaxant, c'était beau. Tous les printemps, on passait là. La famille, à Pâques, souvent, ça donne toujours dans le temps de Pâques. Des fois, c'est pas commencé, des fois, c'est commencé, mais on sortait pas tout le temps là. Puis mon grand-père, c'était tout le temps une partie de sucre pour Pâques, puis on se ramassait toujours à son érablière. C'est sûr que lui a fait sa dernière saison l'année passée. Fait que là, j'imagine que ça va j'espère que ça va se transférer, que ça va continuer chez nous. Que toute la famille va se rassembler chez nous, puis on va continuer à se rassembler, faire une partie de tir annuelle, disons, pour Pâques. Là. C'est de quoi qui est quand même familial, fait que c'est pour ça que je pense que c'est le fun de continuer là-dedans. Là. Sirop d'érable, moi j'en prends même en shooter tellement que c'est bon. On en met partout. Des fois, je me lève le matin, puis je me prends un verre de sirop d'érable, puis je le bois, puis... C'est ça. Puis, même les enfants, ils ont le goût de ça. Ils se lèvent le matin, puis c'est toujours des crêpes, des gaufres avec du sirop d'érable. C'est rien d'autre. La passion. C'est vraiment quelque chose qui unit tous les acériculteurs et acéricultrices. Mais la passion, ça amène pas nécessairement les revenus. Ce qui fait que même si on est en train de vivre son rêve en forêt, il faut aussi que ça marche financièrement. Pour certains, la pandémie a provoqué une envie de retourner à la terre. Des nouveaux acériculteurs et des nouvelles acéricultrices, on n'en manque pas maintenant. Mais quand on a un projet, on peut se demander par quel bout on le prend. Si on commençait par jaser finances. Bon, c'est peut-être pas le bout le plus intéressant pour plusieurs, mais certainement le plus important. On en parle avec Mathieu Coulombe, directeur de compte chez Financement Agricole Canada. Quelqu'un qui me rencontre pour faire un démarrage acéricole et que je ne connais pas, l'objectif premier au départ, c'est de savoir qui est cette personne-là. Ça veut dire savoir c'est quoi son niveau d'études, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est quoi son expérience de travail pour connaître c'est quoi son parcours. Dans ça, ça va me donner des éléments que est-ce qu'il y a des aptitudes ou des connaissances que, oui, sont pas liées au monde acéricole, mais que ces gens-là vont pouvoir réutiliser dans leur prochain projet. Dans le but qu'à la fin, que la personne ait du succès. L'autre chose aussi que moi je veux savoir, c'est qui entoure cette personne-là. Est-ce que cette personne-là se démarre dans un projet puis qu'elle n'a aucune connaissance puis il n'y a pas personne qui l'entoure, ou elle ne connaît rien de tout ça, mais elle s'est entourée de bons représentants d'équipement, d'un bon ingénieur forestier, elle est dans un club conseil acéricole, elle suit des cours des formations par les fins de semaine. Fait que ça veut me dire que cette personne-là est capable de s'entourer, puis quand elle va avoir des problématiques, elle va être capable de chercher des bonnes réponses, d'aller chercher des références qui vont lui permettre d'amener des solutions puis qui en ont déjà vécu. Une autre chose qu'on veut découvrir dans cette rencontre-là, c'est quoi les ressources financières de cette personne-là? Est-ce qu'on va établir c'est quoi son bilan, donc savoir ses avoirs, savoir connaître ses dettes, tout dépendant de c'est quoi son plan, c'est quoi son emploi, est-ce qu'il est conservé ou pas? Est-ce qu'il y a des gens dans la famille ou dans l'entourage qui vont venir appuyer cette personne-là, qui vont venir le supporter dans des mauvaises périodes ou vont venir compléter un montage financier? On essaie de comprendre c'est quoi le contexte, où est-ce que la personne s'en va. Accompagner un entrepreneur, c'est aussi avoir la job de lui faire part, parfois, que son plan de match n'est pas trop réaliste. Ça, c'est pas toujours évident, même si plus souvent qu'autrement, c'est pour le mieux. La première réaction des gens quand on discute avec eux que le plan original n'est pas tout à fait réalisable tel que présenté est souvent de la déception. La première chose dans mon travail, c'est d'expliquer le pourquoi. C'est ce que je vais faire, est-ce qu'on va prendre la projection financière avec les revenus qui sont prévus, les dépenses qui sont prévues, que ça va être quoi le résultat financier en bas de la ligne. Mon objectif, c'est de leur faire comprendre que le projet tel que présenté est peut-être très risqué ou pas viable financièrement. Puis, c'est quoi l'objectif premier de ces gens-là? Généralement, c'est devenir acériculteur. Mais on peut se retrouver à y aller étape par étape, c'est-à-dire d'y aller de faire qu'un centre de bouillage, d'installer des entailles, d'avoir le contingent. Fait que le contingent, une fois qu'il est obtenu, qu'on l'a produit pendant quelques années, il est acquis. Fait qu'on ne le perdra pas. Ça va leur permettre de payer de la dette pendant quelques années pour qu'éventuellement, quand la dette sera payée, ils seront capables de faire l'étape suivante, d'arriver à leur finalité, soit d'avoir une érablière au complet. Notre projet va se réaliser
Oui, on ne le réalisera pas tout jour 1 comme qu'on le souhaitait, mais on va atteindre notre finalité quand même plus tard. La préparation et le plan financier sont plus que nécessaires. Dans un domaine où les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas, c'est essentiel d'être accompagné par des conseillers qui comprennent les particularités du métier et qui nous aideront à réfléchir à notre stratégie d'affaires. Le métier d'acériculteur, ça a l'air simple pour les gens qui ne connaissent pas cette industrie-là, mais c'est quand même un métier complexe, dans le sens qu'on travaille avec plusieurs composantes qu'on ne gère pas toujours. D'une saison à l'autre, elles sont toutes différentes. Puis je vais donner un exemple d'un de mes clients qui, il y a quelques années, s'était acheté une érablière de 20 000 en taille. Puis la première fois que je l'avais rencontré, il m'avait dit « Bon, ce métier-là, c'est facile. Tu entailles des arbres, tu ramasses l'eau, tu fais bouillir ça, puis n'importe qui est capable de faire ça. » Le démarrage, quand il est parti, ça n'a pas été comme il pensait. Il y a eu des enjeux. Le réseau tubuleux n'était pas parfait. Il a gelé ses lignes. Une des particularités du monde acéricole, c'est que la saison se fait sur une période assez courte. On a des printemps, certaines années qui donnent des belles productions, puis il y a des printemps que les productions vont être beaucoup moins profitables. L'autre particularité aussi, c'est qu'on a un système de quotas qui nous restreint notre développement, quand je parle de développement, du nombre de la taille pour permettre un contrôle de la production provinciale, qui est un choix fait par les producteurs, justement. Le système de contingent assure une rémunération à la livre qui est fixe, bonne production, mauvaise production. Donc, il y a beaucoup moins de variabilité qu'on recule là, peut-être 20-25 ans, que quand on avait une belle production acéricole, ben, les prix tombaient. Puis quand on avait une mauvaise saison, les producteurs avaient des bons prix. Donc, aujourd'hui, c'est stable. Bonne saison, mauvaise saison, le prix est stable, ce qui amène une stabilité au niveau qui est payé aux producteurs. Autre particularité du monde acéricole, tous les systèmes de monitoring, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les autres productions, mais cette production-là, c'est beaucoup spécialisé. Aujourd'hui, on est rendu avec des systèmes de monitoring satubuleux, des osmoses intelligents qui permettent de tout gérer par cellulaire, des évaporateurs qui sont de plus en plus avancés technologiquement. Il y en a une panoplie aussi d'équipements. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de système de bouillage. Tout le monde, tu avais une érablière, tu bouillais. Aujourd'hui, ben, avec le coût des installations qui arrivent, on voit de plus en plus des modèles différents, c'est-à-dire qu'il y a des producteurs qui vont vendre de l'eau d'érable, des producteurs qui vont faire bouillir à forfait. Puis, ça permet de nouveau des gens de la relève de s'installer dans le monde acéricole en n'ayant pas à supporter tout l'investissement au complet. C'est fantastique que l'industrie se soit développée et spécialisée et que les entreprises prospèrent et se multiplient. Mais quand notre premier facteur de succès repose entre les mains de Dame Nature, comment on peut faire pour s'assurer de rester stable financièrement? Ça peut être quand même inquiétant. Chez Financement Agricole Canada, on comprend que la météo est un facteur qu'on ne contrôle pas, mais qu'on gère. Puis FAC va sortir des programmes spéciaux pour donner des congés de capital. Puis, de façon proactive, je m'assieds avec mes clients pour voir, bon, c'est quoi le résultat, puis c'est quoi le plan de match pour que je rentre dans la prochaine saison. Parce que généralement, quand on a une mauvaise saison, on va peut-être avoir un enjeu de liquidité, puis il faut être capable de se rendre à la saison suivante. Fait qu'on va prendre le temps de s'asseoir avec nos clients, d'établir c'est quoi la situation du fonds de roulement, c'est quoi les liquidités, les entrées d'argent qu'on attend, qu'est-ce qu'on va avoir de disponible pour se rendre à la récolte suivante, qu'est-ce que ça prend. Puis, pas parce qu'on a une mauvaise saison qu'on est un mauvais producteur, un mauvais entrepreneur. Au contraire. Fait que des fois, il peut arriver des opportunités qui vont se présenter quand même, puis on va rester présent. Un client qui a toujours des bons résultats, saison après saison, même si on a pogné une année décevante au niveau rendement, qu'il faut donner un coup de pouce à notre client pour passer au travers, mais qu'il y a une opportunité qui se présente, qui ne se représentera pas dans le futur, qui est à saisir présentement, on va aider notre client à saisir cette opportunité-là. Il faut se rappeler que d'être producteur et productrice acéricole, c'est avoir seulement 2 mois par année pour développer et parfaire ses connaissances sur la récolte de l'eau d'érable. Quand tu fais des erreurs, t'affectes directement ta saison. Et après, bien, ça va à la prochaine saison. Si la passion ne s'estompe pas, ça peut quand même être essoufflant de suivre la cadence d'une industrie grandissante. Moi, ça fait 17 ans que je suis directeur des relations d'affaires.
Puis depuis mon début de carrière jusqu'à aujourd'hui, je trouve que l'industrie acéricole, elle a énormément évolué. Je me rappelle à mes débuts, un producteur acéricole, quand il réalisait 2 livres à 3 livres par hectare, c'était une excellente saison. Aujourd'hui, une mauvaise saison, on a généralement mieux que ça. La technologie, elle a fait évoluer l'industrie, la connaissance et les façons de faire ont évolué. Les gens travaillent de façon différente, ce qui fait que le même processeur à mon début de carrière à aujourd'hui, on parle plus du tout du même type d'entreprise. Je trouve personnellement que la sériculture, elle a pris un pas de géant en une quinzaine d'années. Vous venez d'entendre une histoire de relève, une histoire qui ressemble à la vôtre ou pas, une histoire qui vous permet peut-être de penser à vos propres embûches et à vos raisons d'être dans le domaine. Ou peut-être que vous êtes en train de vous lancer, ou bien que vous y pensez. Chose certaine, la communauté acéricole est tissée serrée et les connaissances se partagent d'un producteur et d'une productrice à l'autre. Si vous êtes perdu et ne savez pas par où commencer, il y a certainement quelqu'un pas trop loin de vous pour vous aider dans votre projet. N'hésitez pas à demander. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, on parle d'insectes envahisseurs avec le biologiste Pierre Terrien et un producteur touché par une épidémie. Si vous avez aimé ce balado, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes ou écoutez-les au ppaq.ca. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions à l'adresse courriel lastationacéricole@gmail.com. Je m'appelle Caroline, je vous dis à bientôt!